Donc Jean-Louis, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un ancien chef de clinique de l'hôpital de Tarbes. Tu m'arrêtes si je dis des choses inexactes. Donc spécialiste en chirurgie cardiovasculaire, s'il vous plaît. Donc quelqu'un de précis, un homme de protocole de toute sa vie. Et par je ne sais quel miracle ou mutation interne, quand soi-disant il a pris sa retraite, parce qu'en fait il est beaucoup plus occupé après qu'avant, quand il a pris sa retraite, donc il est devenu acupuncteur et auriculothérapeute. Et donc, depuis qu'il est devenu énergéticien, on va dire, sa vie a changé parce qu'effectivement, de la matière opérée, il est devenu spécialiste de l'aura et des méridiens et des choses en fait qui ne se voient pas. Et donc, vous imaginez la mutation pour un chirurgien de sa trempe. Mais en tout cas, il est heureux, d'après ce que je vois. Et je le fréquente maintenant depuis quelques années. Et il va nous faire part de son bonheur, justement, à explorer non plus le cœur et les vaisseaux des personnes qui l'opèrent, mais il sait créer une autre façon de sonder les personnes et de faire une autre chirurgie. Et donc, c'est ce qu'il va nous raconter tout de suite. Alors, vous vous souvenez, hier, je vous ai parlé, en début de matinée, d'électro-cancer-thérapie. Et Jean-Louis va nous reparler de cette technologie, entre autres. Et donc, je ne connais pas encore tout à fait la teneur de tout son discours, mais vous allez avoir des surprises et surtout des choses très, très, très pratiques. Comme vous l'a dit Hervé, j'étais avant chirurgien vasculaire et thoracique. Et puis, j'ai fait commencer ma mutation 10 ans avant de prendre ma retraite, en prévision justement de la poursuite de la médecine sous une autre forme. J'ai donc appris l'acupuncture, l'auriculothérapie, et puis progressivement, je me suis intéressé à la médecine énergétique. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un cas clinique, tout simplement, que j'ai essayé de suivre avec la plus grande attention pendant ces 3 mois. Et ce cas clinique, c'est celui d'un cancer de la prostate qui a été diagnostiqué tout à fait inopinément et qui aura été traité par la méthode allemande, on va dire, tout simplement, puisqu'on va associer l'électrocancer-thérapie, le traitement par SVD de professeur Meyel, ainsi que la règle 3-DPE dont vous a parlé Hervé, au milieu de laquelle il y a bien sûr le régime cétogène qui a été lui aussi repris par l'Allemagne. Donc on parlera de l'histoire de la maladie, des traitements qui ont été pratiqués, des résultats qu'on a pu obtenir sur le plan hémodynamique, au niveau de la réactivité cellulaire, au niveau de l'électrophotonique. Et là, on a fait appel à une technique russe, caméra GDV, professeur Korotkov, Université de Saint-Pétersbourg. Et ensuite, bien entendu, on va revenir à la biologie et savoir comment vont évoluer les marqueurs, en particulier le PSA. Et puis après, on essaiera de discuter ensemble. Donc, il s'agit de l'homme de 70 ans qui, au cours d'un épisode de rétention aiguë d'urine lié à une prostatite sur un adénome connu, décide d'éviter la proposition chirurgicale. En effet, c'est un adénome qui était connu depuis plus de 15 ans, qui était équilibré, et la survenue de cet épisode avait poussé le chirurgien à proposer une résection endoscopique. Donc, il part se faire traiter par électrocancer-thérapie en Allemagne. Et au cours de ce traitement, alors qu'il est persuadé qu'il n'a qu'un adénome, on lui découvre fortuitement un cancer de la prostate, sans biopsie. Alors, dans ses antécédents, on note qu'il avait présenté une prostatite chlamydia à l'âge de 30 ans, qu'il a un adénome prostatique inférieur à 40 grammes connu depuis l'âge de 40 ans. Il a eu 3 épisodes de colique néphrétique. On voit qu'il est atteint sur le plan rénal et urogénital. On doit pratiquer chez lui une kystectomie polaire supérieure du rein droit parce qu'il avait un kyste assez volumineux hémorragique qui avait fait penser à la possibilité d'un cancer du rein. Fort heureusement, il n'a eu qu'une kystectomie.
il est en équilibre et puis brutalement, il a pendant les 2 ans qui précèdent des chocs émotionnels très importants, répétés, concernant des problèmes familiaux. À la fin du mois de juin de cette année, il est en surmenage physique et il a une tension artérielle à 9,6, une fréquence cardiaque élevée. Il est au bord de l'épuisement. Il passe en dysurie pendant 5-6 jours avec des nicturies comprises entre 6 et 8 par nuit. Et puis brutalement, il passe en rétention aiguë d'urine. Il consulte. L'urologue lui trouve sa prostatite, le met sous un traitement antibiotique par quinolone et bien sûr sondage urinaire pendant 3 semaines. Au terme de ces 3 semaines, il a rendez-vous avec son urologue qui lui dit la chose suivante, écoutez, bon, ça va bien maintenant, vous étiez en équilibre, ça va recommencer, il faut vous faire opérer. Et lui, il n'est pas de cet avis. Donc, il a effectivement récupéré sur le plan immédiat, mais cette décision de prise en charge thérapeutique, mes lunettes, excusez-moi, le fait donc changer la vie, et il va donc au départ pour se faire éradiquer l'adénome par l'électrocancer thérapie. Et puis c'est au cours de ce diagnostic, le diagnostic de cancer est posé. À partir de ce moment-là, il renforce un processus déjà qu'il avait mis en place, diététique, avec un traitement antioxydant très important dont on verra par la suite, une désintoxication spécifique, une désinfection par mycothérapie. Il va prendre une activité physique très importante, de l'ordre de 5 à 7 km par jour, et il va se préserver sur le plan psychologique en pratiquant du qigong, un équilibre émotionnel, et il va se servir de la méthode du professeur Korotkov pour suivre son évolution psychologique. Et bien entendu, il va entreprendre aussi un traitement énergétique par SVD, dont on verra la fréquence par la suite. Bon, je reviens sur la diététique, qui est une diététique qui est forcément anti-inflammatoire, alcalinisante, cétogène, et surtout réductrice par rapport d'électrons. Il ne va pas non plus négliger les boissons. Il va s'hydrater de l'ordre de 30 ml par kilo par 24 heures et mettre en place une neutrolyse. Oh oui, catastrophe. Afin, là aussi, d'avoir une activité réductrice renforcée. À ce traitement, il va associer un traitement par curcumine à très forte dose, un traitement par chlorophylle, des complémentaires de prostate qu'on lui avait dit de prendre, et des antioxydants en continu, vitamine C liposomale, parce qu'en France, nous n'avons pas le droit à la vitamine C intraveineuse, bien sûr, la vitamine D3 aux doses anti-cancer, entre 4000 et 6000 unités par 24 heures, vitamine 2, sélénium, zinc, et puis en alternance de cette complémentaire alimentaire, l'amygdaline, qu'on appelle improprement la vitamine B17, un traitement par artémisia, sodium merlipoate hydroxycitrate, qui est le traitement de Laurent Schwartz. Il va utiliser les produits Beljanski. Il va utiliser aussi une plante qui s'appelle la Scuteria baecalensis, qui a un nom aussi chinois. Et enfin, il met en place une mycothérapie. Donc c'est vraiment un traitement très contraignant, mais qui met en place de façon extrêmement précise. Les horaires, tous sont notés. L'électrocancer thérapie repose sur l'étude de la résistivité cellulaire. On s'aperçoit qu'une cellule normale a un cytoplasme qui est négatif et une membrane positive. À l'inverse, plus un processus pathologique s'enclenche, que ce soit viral, bactérien et voire bien entendu cancéreux, on s'aperçoit qu'il y a une modification de la polarité de la cellule qui deviennent, elles, inversées, donc positives cytoplasmiques à l'intérieur et qui deviennent négatives à l'extérieur. À partir de ce moment-là, si on fait passer un courant électrique continu sur cette zone pathologique, on va pouvoir suivre la manière dont il va progresser.
Si on se trouve en présence d'un tissu sain, le courant continu qui va de l'anode vers la cathode va se trouver confronté à un frein dans sa progression. À l'inverse, si on se trouve en présence d'un cancer, la rapidité est augmentée et de ce fait, bien entendu, un diagnostic pourrait être posé. Ceci nous permet de parler des manières aujourd'hui que nous avons pour diagnostiquer les cancers. Et vous voyez qu'il y a une limite dans la détection clinique qui correspond à peu près à 1 centimètre. Eh bien, lorsqu'on se trouve confronté à l'électrocancer-thérapie, eh bien, on peut envisager un diagnostic en période de cancer dit indétectable. Chose qui nous est intéressante parce qu'on est sûr qu'on peut, à ce moment-là, aborder un processus pathologique à son tout début et donc avoir une efficacité maximale. L'appareil d'électrocancer-thérapie s'appelle le ECT G8. C'est un appareil donc, qui est fabriqué en Allemagne. C'est un appareil qui est homologué européen par le TÜV de Berlin, qui est l'équivalent du FDA aux États-Unis, qui est dédié à la cancérologie. Et c'est un appareil qui équipe 53 centres en Europe, dont 35 en Allemagne. Cette méthode de traitement, depuis 2006, est devenue une méthode officielle en Russie, qui est connue depuis les années 50. Et actuellement, en Chine, on peut dénombrer à peu près 813 centres d'électrocancer-thérapie, avec des statistiques fort impressionnantes, que ce soit les statistiques allemandes, que j'ai ici à votre disposition, ou que ce soit les statistiques chinoises. Donc voici l'appareil tel qu'il se présente, et le patient en question va préparer 2 sessions de traitement, l'une le 21 et le 23 juillet, donc à peu près 3 semaines, 1 mois après son épisode rétentionnel, ensuite 1 mois plus tard, le 21 et le 24 août 2018. Dans la base, je reviens, c'est celui normal à une résistivité qui est connue, qui est très élevée, qui donne 2500 ohms. À l'inverse, la résistivité d'une cellule cancéreuse est effondrée, 250 ohms, donc un diagnostic est vraiment tout à fait possible. Et à partir du moment où le diagnostic est passé, eh bien, on peut entreprendre aussi un traitement. C'est un traitement qui est ambulatoire, indolore. Il peut se réaliser sous anesthésie locale chez les patients qui sont atteintes de cancer du sein, par mise en place d'électrodes de part et d'autre de la tumeur. Dans ce cas-là, c'est un traitement qui respecte les cellules saines, puisque la résistivité étant tellement différente, bien entendu, il n'y a pas d'attaque. Ce sont en général des électrodes en plate qui sont en platine. Le courant continu va de l'anode vers la cathode. La durée des séances dure 2 à 3 heures. Et associé à l'ECT, en Allemagne, on utilise aussi les ondes magnétiques pulsées, le processus Papimi, c'est un médecin grec qui a inventé ça, des perfusions de vitamine C intraveineuse à forte dose. Ici, dans le cas présent, c'était 25 mg, mais il y a d'autres endroits où on arrive à 50 mg, voire même plus, intraveineux en perfusion, des perfusions d'amygdaline aussi, et une perfusion de bicarbonate à 9 pour 1000 pour préserver le capital veineux. La vitamine C est un peu acide. Donc, comme vous voyez, cette personne suit son traitement, on n'a pas besoin de voir son visage, elle lit son livre, ça dure 3 heures, elle rentre à la maison. Parallèlement donc, à ce traitement, l'ECT est donc entrepris dans mon cabinet un traitement par SVD qui va comprendre SVD, l'appareil de Spooky qui va envoyer des fréquences de Rice et le système du professeur Korotkov qui va permettre de suivre l'évolution psychologique du patient pendant le traitement. Donc on est vraiment dans le cadre de l'onde scalaire et du traitement par la pensée et par la visualisation aussi, puisque, nous allons le voir, dans ce cas présenté, pour le cancer de la prostate, comme il s'agit d'un cancer qui se trouve sous le diaphragmatique, la disposition de l'émetteur du récepteur est faite de telle manière que l'émetteur se trouve dans le dos du patient et le récepteur entre ses jambes. Le courant, l'onde, donc, va de l'émetteur vers le récepteur. Ce que vous avez sur le côté sont les fameux écouteurs du professeur Korotkov avec le fameux appareil Biocore dont on m'a parlé tout à l'heure.
Pendant que le patient est sous traitement, bien entendu, l'information va passer ici au niveau de la borne du récepteur, dans le disolvirol et en poudre de Quintor, mais pendant que le malade est en traitement et qu'il aura lui-même fait au départ une étude de sa capacité énergétique, il lui est proposé une certaine image, ici nous avons les images des chakras, avec en même temps une émission de fréquences sous forme de bol tibétain et qui vont lui permettre de travailler psychologiquement pendant qu'il bénéficie du traitement par ondes scalaires, de travailler lui-même sur ses propres chakras, dont il va visualiser par visualisation, redresser la forme, aidé en cela par la certaine musique qui est transférée par ces écouteurs, avec ici une électrode particulière qui se trouve en zone fractale, car les Russes transforment l'onde wave en une onde transcrânienne qui va directement vers le lobe préfrontal. Donc tout ceci, bien entendu, est un peu lourd. Enfin, le traitement lui-même dure 17 à 18 minutes. Donc les contrôles vont être à la fois cliniques, hémodynamiques, biologiques et énergétiques, bien sûr par électrophotonique. Les données cliniques comprennent le poids, l'étude de la nicturie, c'est-à-dire les levées nocturnes, leur évolution dans le temps, et les débits urinaires par seconde. Donc chaque fois que la personne va uriner, avec son chronomètre, il va mesurer son débit. Les données hémodynamiques, bien sûr, c'est tension artérielle, systolique, diastolique et moyenne. La fréquence cardiaque, on aurait pu bien entendu mettre aussi la cohérence cardiaque, mais enfin, bon, on est quand même arrivé à une certaine lourdeur dans le protocole, mais ce serait souhaitable. Ensuite, les données biologiques, bon, ces données concernent bien sûr l'inflammation, les marqueurs par PSA, et les données énergétiques, c'est l'électrophonique par la caméra BioWell de Karotov. Donc l'hémodynamique, je répète, vous allez voir les courbes de résistivité électrique des cellules tumorales par les CT, les paramètres électrophoniques et les paramètres biologiques. Résultat hémodynamique. Sur la durée donc du traitement qui part du 30 juillet et qui s'arrêtera au début enfin, ça c'est le premier temps, hein, vous avez après on aura d'autres mesures en septembre-octobre, on voit que lorsqu'on utilise le CT, à ces deux moments, c'est-à-dire fin juillet et début août, eh bien, on a des modifications légères, mais sur le plan hémodynamique. C'est tout ce qu'on observe. Et on associe, comme je l'ai dit, aussi le traitement par SVD. Lorsqu'on établit cette surveillance durant le mois de septembre, cette fois-ci, le traitement sera essentiellement SVD, on s'aperçoit que sur le plan hémodynamique, on a une bonne stabilité de la personne. Mais ce qu'il faut déjà, je vous fais remarquer, mais vous ne pourriez pas le voir au début, c'est qu'au départ, comme je vous l'ai dit, c'est un monsieur qui était un effondrement tensionnel, hein, un homme de 70 ans qui a 9 de tension, 6 de, enfin, 90 mm de mercure, avec une fréquence cardiaque normale de repos à 90, c'est vraiment... bon. Eh bien, on s'aperçoit que là, il remonte à 120 pendant tout le mois de septembre-octobre. Ben, ces résultats hémodynamiques sont encourageants. Mais alors, quand on dit une nicturie, je ne vous dis pas. On étudie les nicturies et les débits et on s'aperçoit que durant la période qui suit la première séance de CT, on a une augmentation très importante du débit urinaire, puis après on a une certaine stabilisation. Et enfin, lorsqu'on a un traitement par SVD qui va se faire quasiment tous les 2 jours, là on a une augmentation de débit très importante. Et dans le même temps, on a un abaissement très important des nicturies, puisqu'au départ, il était entre 4 et 6, et à la fin, il est à 1. Il se lève qu'une fois par nuit. Alors, comment se présentent les résistivités cellulaires au cours du traitement par le CT? Ça, c'est vraiment passionnant. C'est une découverte. Vous voyez ici, vous avez représenté ici la courbe de résistivité cellulaire. Lorsque le patient est arrivé en Allemagne, pensant se faire traiter son adénome, puisqu'on avait aussi
des statistiques allemandes sur le traitement de l'adénome, de l'ordre de 61 à 66% de bons résultats. Il suffit d'un quart d'heure pour s'apercevoir qu'on n'est plus du tout dans le cas d'un adénome. Au contraire, on se trouve en présence d'un patient avec une résistivité cellulaire effondrée qui va remonter progressivement au cours du traitement. Ce que vous avez ici représenté en bleu et en rouge sont les études qui sont faites sur les électrodes anode et cathode. Donc, d'une part, vous avez l'assurance que vous portez un diagnostic qui n'est plus du tout des cellules normales, mais qui est des cellules cancéreuses, et d'autre part, vous avez un enchaînement thérapeutique qui va durer 2h30, au cours duquel vous constatez qu'il y a une augmentation de la résistivité cellulaire, c'est-à-dire l'équivalent d'une destruction des cellules tumorales. Ça, c'est dès le premier traitement. Au deuxième traitement, qui est 48 heures plus tard, on n'a plus du tout la même base. C'est-à-dire qu'au début du traitement, alors qu'à la premier cas, on était effondré à peu près à 170, là, ici, on est à 60. C'est entre 40 et 45. Donc déjà, dès le deuxième traitement, dès la deuxième séance, on a une amélioration très significative de la résistivité cellulaire. Deuxième période, cette fois-ci, donc un mois plus tard, là on voit que les choses ont beaucoup changé, puisque la résistivité cellulaire, qui était, je vous le rappelle, très effondrée au départ, se trouve située ici. Et on finit les traitements à peu près aux alentours de 55-60. Quatrième traitement, 2 jours plus tard, on voit chaque fois vraiment une très importante. Ce que vous avez ici, c'est l'énergie en coulomb, et c'est-à-dire la consommation énergétique durant le traitement. En 4 séances, on a déjà une modification très importante des résistivités cellulaires, mais dans le deuxième cas ici, le CT n'est pas seul, puisqu'il y a eu aussi un traitement par SVD. Mais nous n'avons pas, jusqu'à présent, nous n'avons pas les mêmes critères aussi évidents d'efficacité du SVD que par le CT. Mais ça va arriver. Alors ensuite, on va voir les données Biowell, c'est-à-dire les données électrophotoniques. Donc, je vous rappelle très rapidement. Il s'agit de savoir quel est le comportement cellulaire au niveau des extrémités des membres supérieurs lorsqu'on provoque un orage électrique. Cet orage électrique est de l'ordre de 6000 volts pendant 4 microsecondes. Et selon l'ouverture des pores de la peau, on va avoir une émission d'électrons, donc de photons, qui vont être même filmés par une caméra, une certaine sensibilité. Dans la caméra Korotkov, la sensibilité est de l'éclairage d'une bougie, d'une flamme de bougie à 1 km. Mais Hervé et moi-même, nous avons fait des expérimentations avec un autre laboratoire d'électrophotonique en France, où avec la caméra Amashita, c'est-à-dire les caméras qui sont embarquées sur satellite, on a vraiment des images de très grande sensibilité. Mais dans ce cas particulier, on n'est pas dans la recherche, parce que dans le cas de la caméra Amashita, elle ne peut travailler qu'à moins 80, moins 100 degrés de température. Donc c'est absolument impossible d'avoir ça dans un cabinet médical. Donc on continue avec le Biowell. Cet ensemble d'images est transféré par le cloud, envoyé dans un centre de base de données où il y a des millions et des millions de personnes, où sont en présence dans les fameux logiciels qui vont nous renvoyer aussitôt et à la fois et l'interprétation et à la fois la proposition des séquences fréquentielles thérapeutiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc les premières données Biowell ont lieu après le premier STT et pendant le premier SVT, donc début août. Au niveau du stress, tout d'abord. Alors, je dois préciser que ces images, ces données sont des données sans filtre. C'est-à-dire que là, on a à la fois l'aspect psychologique et l'aspect physique. Comme on veut étudier l'évolution des chakras, on n'a pas pris des images sans filtre, avec filtre, parce que justement, les images avec filtre ont pour but d'éliminer les fréquences d'origine psychologique, afin de savoir si on est vraiment en présence
d'un phénomène organique, mais ça on le sait, puisque le CT nous l'a dit. Donc on ne va pas chercher des preuves dans ce sens. Par contre, ce qui nous intéresse, et pour aussi la lisibilité aussi des schémas, c'est de savoir quel est le niveau. Alors, vous voyez que déjà, le fait de faire du Qigong, entre parenthèses, a déjà une action très bénéfique au niveau du stress, puisqu'on est à la limite de l'anxiété. Bon, il faut dire que la personne vient d'apprendre aussi qu'elle a un cancer. Ça fait même pas une semaine. Au niveau de l'énergie, on a une énergie qui est bien conservée, hein, qui est dans les valeurs optimales, 70 joules, 10 puissance moins 2. Symétrie droite-gauche, c'est la symétrie entre le cerveau droit et le cerveau gauche, c'est-à-dire entre le système ortho et parasympathique aussi, qui montre qu'il y a un bon équilibre. Et ça, c'est l'équilibre au niveau des organes. On va dire du yin et du yang des organes. Voilà sur ce tableau comment évoluent les énergies. Vous voyez ici, nous sommes le 5 août au marron et le 9 août en bleu, en violet. Et nous sommes à 10 jours du premier traitement ECT. Donc vraiment, l'amélioration au niveau énergétique, je dirais, elle est très sensible au niveau du cerveau, au niveau de la gauche. Froide, c'est moins évident. Alors là, au niveau droit, c'est important. Et au niveau de l'alignement des chakras, il y a une amélioration aussi. Voici l'image que présente le patient. À ce moment-là, on voit quand même que ce n'est pas si mal que ça, point de vue alignement. Et je vous rappelle que ces images vont lui servir pendant le moment où il bénéficie du traitement par SVD pour être, on va dire, en résonance avec les fréquences, avec l'information qui lui est envoyée pendant qu'il est en traitement. Donc, il ne s'agit pas d'une personne qui est en passivité thérapeutique. À l'inverse, c'est une personne qui est en activité thérapeutique dans le sens où lui, sur le plan psychologique, il est là pour aussi modifier, dans le cadre de l'amélioration, sa situation personnelle sur le plan psycho-émotionnel. Car vous l'avez noté, et de toute façon maintenant c'est bien connu, que le cancer se développe dans un climat psycho-émotionnel particulier dans les mois ou les 2 années qui ont précédé tout un ensemble de patientes atteintes de cancer du sein. L'interrogatoire en 5 minutes le démontre. Et tout ceci, bien sûr, est repris par les études américaines, beaucoup plus poussées, sur 50 000, voire 100 000 personnes. Donc, reprenons le cas particulier de ce patient. On voit bien que là, on a une amélioration, on a un bon alignement des chakras avec le traitement SVD plus ECT. Maintenant, quelles sont les données BioWell? Au cours de la 2e session ECT, nous sommes à la fin du mois d'août, et on a fait exprès de faire une fenêtre de 15 jours du SVD. On se dit, bon, voilà, on va voir, bien entendu, qu'est-ce qui revient à l'ECT. Et là, cette fois-là, on va mesurer pendant le traitement, pendant la session. Donc, ce sont les fameux jours, la même période en Allemagne, 2e traitement. Et vous voyez qu'au niveau du stress, il n'y a pas photo, il y a une amélioration très nette. Déjà, au niveau du stress, c'est bas, c'est faible. Mais alors déjà, ici, on a vraiment une amélioration très nette sur les 4 jours de traitement. Au niveau des énergies, on a une augmentation des énergies. Au niveau des symétries, on a quelques modifications, mais on reste quand même vraiment dans la zone optimale. Au niveau de l'équipe des organes, même chose. Et au niveau des chakras, on a une imagerie quand même qui n'est pas si mal que ça, pour quelqu'un qui est dans une pathologie qui en soi est relativement stressante. Alors maintenant, quelles sont les données BioWell après la 2e session ECT, et pendant la 2e session SVD? Eh bien, alors là, au niveau des stress, on est toujours dans le caractère optimal. On ne dépasse jamais le niveau d'anxiété, on n'y va jamais. Au niveau des énergies, on a de très fortes énergies, 72, 70. La valeur normale est comprise entre 40 et 60. Et au départ, je ne vous l'ai pas montré, mais
alors que le patient était en période avec son sondage urinaire, les mesures des énergies étaient aux alentours de 50. Voilà. Mais bon, ça, à ce moment-là, je ne savais pas si on allait faire tout ça. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté. Aussitôt, au niveau des symétries des organes, vous voyez l'avantage vraiment du SVD, c'est incroyable. Hein, c'est au niveau, il est vraiment presque à son maximum de symétrie droite-gauche. Il est en équilibre ortho et parasympathique. Alors, l'iodin biolin en octobre maintenant. Début octobre, il fallait bien terminer avant le congrès. Enfin, c'est hautement significatif là aussi. Là, on vient de dépasser la période SVD. Donc, on va dire il est tout seul avec ses traitements avec vitamine B17, etc., etc. Vous voyez, vraiment dans l'optimal. Au niveau des énergies, on est même en énergie accrue. Au niveau des équilibres droite-gauche et au niveau des chakras, vous avez cet ensemble d'images. Alors, bien entendu, je ne suis pas un spécialiste de l'étude des chakras. On a parlé de Stéphane Cardinaux, j'aurais grand plaisir à le rencontrer. Je pense que ce sont des images qui sont à exploiter ultérieurement avec un ensemble de données, avec des personnes qui sont compétentes dans ce domaine. Je vous montre ces images, elles sont quand même suffisamment parlantes. Jamais on observe un éclatement des chakras, quelles que soient les périodes, sur 3 mois. Voici encore. Alors, les résultats au niveau du PSA maintenant. Eh bien, au niveau du PSA, on a baissement du PSA. Alors, vous avez ici un historique qui est intéressant. C'est quand même, comme c'est un patient qui avait un adénome connu et que passé un certain âge, il se dit il serait temps quand même que je me fasse mesurer le PSA. Il était très rassuré puisque en octobre 2014, il a 2,27 nanogrammes. En avril, de 22. En avril 2016, de 88. En décembre 2016, on a une augmentation à 3,71. Et en 2017, en novembre, à 3,20. Je vous rappelle qu'il a subi des chocs psycho-émotionnels pendant les 2 ans qui ont précédé. Donc, ça, on voit, au niveau du PSA, on voit des modifications se passer alors qu'il a ces fameux problèmes psycho-émotionnels. Qu'est-ce qui se passe pendant le traitement? Eh bien, on constate un abaissement des chakras, du PSA. Au mois d'août, donc après la première séance ECT et au décours de quelques traitements SVD, on vient à 2,67. On n'a pas de valeur référence avant parce qu'il est illusoire de faire une mesure du PSA en période inflammatoire et maintenant lorsque le patient a eu une rétention d'urine et qu'il est sous drainage. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le PSA, on n'a que le PSA du mois de décembre 2017. Mais on voit ici quand même que c'est plutôt en baisse par rapport à décembre 2017 qui était à 3,20. Ici on a 2,67. Début septembre, on descend à 1,98 et on reste quand même bas à 2,29. Alors, quelle est la discussion? Voilà. Eh bien, la discussion, c'est que, bien sûr, on a entrepris un traitement holistique, c'est-à-dire on ne comprend pas que le SVD tout seul ou le SCD tout seul. Il s'agit d'un protocole et ce protocole, eh bien, il prend la règle 3DPE et les traitements, on va dire, électroniques modernes. Mais enfin, ici, on charge en alcalinisation, on a une oxygénation, on a une réduction, et de ce fait, on augmente l'immunité. Si on avait eu la cohérence cardiaque, on aurait eu une confirmation sûrement de ça. Le diagnostic de cancer a été porté par le CT, par l'augmentation de la rapidité de la traversée de la tumeur et par la baisse de la résidus cellulaire cancéreuse qui est dans ce cas effondrée. Et la thérapeutique du cancer, eh bien, par le CT, elle provoque une perturbation métabolique cellulaire, c'est-à-dire que vous avez le sodium et l'hydrogène qui vont du côté de la cathode et le chlore qui va du côté de l'anode. Et de ce fait, il y a une décharge, enfin, une consommation ou l'apparition d'acide chlorhydrique à l'intérieur des cellules
et la destruction tumorale, de la cellule tumorale. D'où un nécrose cellulaire cancéreux local, nécrose cellulaire cancéreux loco-régional, parce que ce sont des électrodes plates qui sont disposées au-dessus du pubis et chez l'homme, bien sûr, entre les bourses et l'anus, donc au niveau du noyau central du périnée. Donc c'est bien toute une zone qu'on traite. Ce n'est pas simplement que la zone prostatique, la loge prostatique, on traite finalement le petit bassin. On a constaté sur le plan hémodynamique une baisse de 83% de la nicturie, une augmentation de 35, voire même jusqu'à 40% du débit urinaire, une augmentation de la tension artérielle systolique, de la diastolique et de la moyenne. VS et CRP restent inchangés. C'est pour ça que ce n'est pas forcément de bon indicateur finalement, parce que quand on regarde les images, je ne vous ai pas donné, mais les images énergétiques, on voit vraiment la zone inflammatoire au niveau du petit bassin sur toutes les images. Chez un malade qui a toujours eu un PSA inférieur à 4 nanogrammes, etc., on constate une tendance à l'augmentation légère depuis 2016 qui est en rapport avec les problèmes psycho-émotionnels qu'il nous a signalés. Et grâce au SVD et à l'association, on a une diminution de plus de 30% du PSA. Il y a une diminution du stress tissulaire qui était déjà optimale et qu'on observe encore durant les mois de août, septembre et octobre, une augmentation de l'énergie de 20% et une augmentation de la symétrie des chakras de 2%. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Louis pour ce cas très très documenté. Une ou deux questions et ensuite on fait une pause, quand même on l'a bien mérité, parce que c'est vrai que le rythme est très soutenu depuis le début. Donc... Excusez-moi si je n'ai pas bien entendu, mais est-ce qu'il a eu une biopsie? Non. Non. Il n'a pas eu de biopsie pour plusieurs raisons. D'abord, premièrement, ce n'était pas du tout le moment de faire une biopsie. L'urologue avait prévu une biopsie après un dosage du PSA qui était réalisé fin octobre, début novembre. Bon, on ne peut pas pratiquer une biopsie chez une personne qui avait une prostatite aiguë. Il y a un phénomène inflammatoire majeur. Le toucher rectal était quasiment impossible. Donc vraiment, la douleur était très importante. Mais on se trouve cette fois-ci dans le cas particulier, qui quand même existe dans la littérature, c'est que la prostatite fait le lit du cancer. Ça, c'est sûr. Le problème, c'est que si on était resté dans la situation conventionnelle que nous connaissons, nous, en France, en tout cas, on aurait attendu certainement février-mars 2019 pour se faire une idée sur l'évolution du PSA. Supposons que le PSA aurait été augmenté, ce qui aurait pu être le cas, en novembre. On va se dire, bon, on a une mesure, on va se donner 3-6 mois, faire deuxième mesure. Surtout que là, on est quand même inférieur toujours à 4 nanogrammes. On commence vraiment à bouger, ici, en urologie, qu'à partir du moment où on a une augmentation de PSA au-dessus de 4 nanogrammes par millilitre. Si effectivement, à chaque fois qu'on fait une mesure, il augmente de 1 à 2, à 7, là, oui, on va proposer la biopsie. Justement, c'est l'intérêt que présente le CT dans ce cas particulier. Parce que nous savons tous, et j'ai un autre cas d'un jeune dont je peux vous parler, chez lequel la biopsie a provoqué une flambée du cancer. C'est un gars qui a 30 ans, il vient de se marier, et il est coureur de triathlon, c'est un des grands spécialistes de triathlon de tout le sud-ouest, que j'ai connu pour l'avoir lui-même testé quand je faisais l'acupuncture, pour savoir qu'il était l'effet d'acupuncture laser du point estomac 36. Voilà, donc chez les sportifs. Et là donc... Il se marie au mois d'août, et le mois suivant, il a une dysurie, et on lui fait le diagnostic de cancer de la prostate, 30 ans. À ce moment-là, on constate une flambée du cancer au niveau de la loge prostatique, au niveau du petit bassin. Ce patient est envoyé à Paris, à Gustave Roussy, parce qu'il y a une femme, je ne me rappelle plus son nom, qui est une grande spécialiste du cancer de la prostate chez les sujets jeunes. On décide de lui faire un traitement par chimiothérapie intense
À partir de là, d'abord, premièrement, il va à la banque de sperme, parce que comme il vient de se marier, donc il met de côté son sperme. Il entreprend la chimiothérapie. Alors, le genre de gars que je vous dis, c'est quand même, il était sous chimiothérapie, la clinique faisait 5 étages, et il prenait l'escalier de service, et il montait, il descendait l'escalier de service avec la perfusion au bras. C'est un gars qui était très bon. Actuellement, il va très bien. Il a eu une prostatectomie, bien sûr. Et pas par 3D, mais enfin bon. Il va très bien, il a un petit garçon. Sa vie est quand même fortement transformée du fait de la prostatectomie. Mais aujourd'hui, il va bien. Voilà. Mais ça, c'est le cas. Nous savons tous que quand on fait une biopsie, on provoque un essaimage. La transplantation cellulaire cancéreuse, elle est obligatoire. C'est la raison pour laquelle un chirurgien digestif, par exemple, refusera d'opérer un patient qui a un cancer colorectal, par exemple, qui a une métastase hépatique et qui a des suspicions de métastase au niveau du péritoine. Parce qu'il est sûr que pendant le geste chirurgical, il va provoquer, avec son bistouri, la transplantation cellulaire cancéreuse. Donc, la biopsie, ce n'est pas un geste anodin. Dans le cas particulier de la biopsie, supposons que, bien sûr que n'importe quel oncologue va nous objecter, mais attendez, qu'est-ce que vous êtes sûr que vous avez un cancer, que cet homme a un cancer, puisqu'il n'y a pas eu de biopsie? Alors la question a été posée, bien entendu, à nos amis allemands, et la réponse a été la suivante. Dans le cas où, effectivement, il y a une biopsie, il est urgent de faire le traitement ECT dans les 3 semaines. Parce que là, on se trouve dans une situation même, on va dire, privilégiée. Étant donné que, on le sait, la biopsie va provoquer une dissémination cellulaire, mais l'ECT au décours, comme c'est un ECT loco-régional, va avoir une action extrêmement destructrice sur les cellules tumorales en train de cheminer dans le petit bassin. Voilà. Et après l'avis du docteur Weber, dans le livre qu'il a fait, qui est le promoteur de cette méthode et qui habite Vienne, il nous a dit que, d'une part, l'ECT a une action d'abord élective sur la cellule tumorale et ne touche pas à la cellule saine, premièrement, chose que la chimiothérapie serait bien en peine de dire. Et deuxièmement, les modifications métaboliques ne concernent que la cellule cancéreuse. C'est très important aussi. Donc, et en plus de ça, augmente les défenses immunitaires, mais je ne sais pas comment il a fait pour le chercher. Enfin, il dit tout ça. Donc, moi, je prends pour le moment, j'en content ce qu'il me dit, d'autant plus que je vois quand même quelques résultats assez positifs. Je sais bien que le cancer de la prostate est un cancer de longue durée, que bien sûr, c'est sur des années. Enfin, il n'empêche que sur les 3 mois, on voit quand même des améliorations très nettes sur le plan électrophonique, biologique, etc. Concernant l'ECT, entre quelles parties du corps on fait la mesure plus-moins pour évaluer la récidivisation? Les électrodes de plate sont disposés au-dessus du pubis. Au-dessus du pubis. Donc, elles sont de part et d'autre de la symphyse pubienne. Donc, ça correspond à peu près au point Genmai 2 en médecine chinoise. Et elles se trouvent ensuite, les électrodes de platine cathode, se trouvent au niveau du noyau central du périnée, c'est-à-dire en dessous des bourses. Voilà. Et là, la mesure se fait là. Là, parce que vous suspectiez un cancer de la prostate, mais pour d'autres cancers, on change les bien sûr, de mesure. on va se fier sur la symptomatologie de la personne. Et alors, quelle est la disponibilité de cet appareil, fabriqué à quel endroit, etc. Alors, cet appareil est fabriqué en Allemagne, c'est ce que j'ai compris. Comme je viens de vous le dire, c'est un appareil médical, premièrement. C'est un appareil qui est homologué européen, pas par n'importe qui, par notre TÜV de Berlin, et il est dédié à la cancérologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser cet appareil si on n'a pas une formation en cancérologie. Et d'autre part, l'organisation de la formation est telle que les personnes qui utilisent cet appareil doivent tous les 2 ans bénéficier d'une formation et d'une remise à niveau des connaissances. Donc on est vraiment dans un cadre qui n'est pas critiquable sur le plan médical. Parce qu'on a exactement les mêmes données que, par exemple, pour un échographiste. Et d'autre part, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le coût de cet appareil est de 40 000 €.
c'est-à-dire le coût d'un échographe de très bonne qualité, avec un traitement qui est pratiqué au cabinet médical et des personnes donc qui rentrent chez elles. Alors ensuite, il y a des séquences qui sont différentes. Chez notre ami allemand, lui, il avait proposé à cette personne qui habite en France donc, de faire des traitements courts, mais de longue durée, vous avez vu, 3 heures. Par contre, le professeur Weber que nous avons rencontré, lui, utilise des traitements plus courts, de l'ordre de 3 quarts d'heure, 1 heure. Et à ce titre, je vous conseille d'aller sur YouTube, vous tapez électrocancer thérapie, et sur YouTube, vous avez le témoignage d'une Française, qui est une Bretonne, qui en 2011 a un cancer des 2 seins, et qui va se faire traiter en Allemagne. Et le film date de 2015. Elle dit, dans son traitement, et là on voit très bien les tableaux, etc., le médecin qui s'occupe d'elle, etc., elle dit qu'en 3 séances, je crois, tout est terminé, quoi. Et après, c'est une surveillance, bien entendu, annuelle, comme d'habitude. Avez-vous une idée de l'intensité des différences de potentiel qui sont utilisées? Oui. Mais Hervé, tu peux donner un peu plus de détails? Ça dépend bien sûr de la localisation des cancers, mais pour des cancers qui sont déjà à l'origine très douloureux, ils utilisent, je parlais de tension, hein, ils utilisent des tensions de 3 volts jusqu'à 7-8 volts maximum en séance et au bout de 3 heures. Mais pour des cancers situés dans le thorax ou l'abdomen, au abdomen, où il y a plus de masse à traverser, on peut monter jusqu'à 20 volts. Ça, c'est pour le voltage. Et les milliampères, donc l'intensité du courant, c'est de quelques milliampères jusqu'à 50-60 milliampères. Donc on est en courant continu et on est dans une stratégie très, très progressive, adaptée à chaque patient. Mais en fait, que ce soit les Chinois avec leurs plus de 800 centres opérationnels, ou les Russes, ou le pays dans lequel la méthode est officielle pour le traitement des cancers en général, on est toujours dans cette logique d'avoir une méthode, somme toute simple, courant continu, une électrode plus, une électrode moins, et comme Janet le faisait, on cercle la région et on envoie du courant continu, et on fait exploser, avec une nécrose comme but, on fait exploser donc le tissu cancéreux qui, je vous le rappelle, donc, est nettement plus sensible que le tissu sain à ce type de courant. Ça veut dire que le tissu sain supporte très très bien cette électricité constante. Par contre, les cellules cancéreuses ne supportent pas du tout ce type de surmétabolisme. Voilà, c'est ça le principe. Et ça, je vous le rappelle, ça existe depuis presque 100 ans, origine en France. Et aujourd'hui en France, donc 100 ans après, c'est passé par la Suède, c'est passé par l'Allemagne, c'est passé par la Russie, par la Chine. Mais en France, on n'en entend pas parler. Peut-être un appareil, je crois, à Villejuif, mais ils disent que c'est pour les cancers superficiels, alors qu'en fait, non, c'est vraiment pour tous les types de cancers, y compris les tumeurs cérébrales, y compris, pourquoi pas, en addition avec un petit peu de chimiothérapie ou un petit peu de rayon, pourquoi pas. Mais on est dans un changement complètement incomplet du pronostic du cancer en général. Vous imaginez, bon, je vais y revenir tout à l'heure après la pause, mais vous imaginez une femme d'un certain âge qui vient voir son oncologue avec une récidive d'un cancer du sein connu déjà 5 ans ou 10 ans auparavant, une récidive. Et donc, elle sait qu'elle a déjà vécu chimiothérapie, rayons, chirurgie, voire, etc., etc. Imaginez qu'en Allemagne, elle va simplement en Allemagne, et ce ne sera pas chirurgie, chimiothérapie, rayons, toutes ces méthodes pro-occidantes. Ça va être 2-3 séances ECT, ça va être des perfusions de vitamine C, et des perfusions d'amygdaline, et puis des traitements, somme toute, très peu invasifs, non douloureux ou très peu douloureux, et surtout sans effet secondaire et ciblés sur le tissu cancéreux. Donc c'est un autre paradigme, et pourtant c'est à 500 km d'ici. Vous voyez, donc il y a quand même quelque chose de problématique dans notre système de santé en France pour la prise en charge des cancers. Soit les oncologues ne sont pas curieux, soit les intérêts aujourd'hui sont tels qu'il est plus rentable de faire de la radio et de la chimiothérapie dans les hôpitaux, ça ce qui est sûr, hein, que de faire. Mais à la limite, les actes d'électrocancer-thérapie peuvent être valorisés également. Et donc, on valorise non plus un produit d'un laboratoire, mais un acte médical, réellement médical. Pourquoi pas?
Moi, je préfère voir des médecins intelligents qui font des actes médicaux plutôt que de rémunérer des laboratoires qui poussent à la consommation. Donc, l'intelligence, elle est mieux dans l'être humain que dans un produit. Donc voilà, ça c'est une petite conclusion partielle. Oui. Alors, pourquoi ne pas utiliser quelque chose de moins gros ou moins coûteux que quelque chose qui coûte 40 000 €, etc. Je pense que les Chinois le font. Bon, je n'ai pas encore été jusqu'à voyager en Chine ou en Russie pour aller voir ce qu'ils font vraiment sur le terrain, mais certainement que là-bas, les appareils sont moins coûteux. Par contre, ils ne sont pas agréés en Europe par le TÜV et ils ne sont pas avec un suivi clinique. C'est très important cette histoire d'agrément. Il y a moins de brevets et le suivi des courbes de résistance, de d'effondrement de la résistance des cellulaires, quand le courant passe au travers d'un bassin, par exemple, et vous avez des métastases ou du tissu cancéreux, on voit vraiment la courbe de résistivité qui s'effondre, alors que si, dans quelqu'un qui n'a pas de cancer, ni de la prostate, ni aucune métastase, ni quoi que ce soit, eh bien, la courbe de résistivité cellulaire, eh bien, elle reste haute. Hein, la résistance cellulaire reste haute parce que le tissu cancéreux n'est pas là pour faire quelque part un passage facile à ce courant. Et donc, la résistance reste haute. Et quand on voit cette résistance effondrée, on se dit « Ah, il y a du tissu cancéreux », même quand les symptômes ou le PSA ne sont pas encore évidemment problématiques. Hein, vous voyez. Bon, on reparle de tout ça, si vous voulez, après la pause. On va reparler donc de cette stratégie en cancérologie. Merci beaucoup, Jean-Louis, de ce cas documenté. Et puis, on reprendra également